J'ouvre tout de suite le second débat de cette émission et c'est une décennie à la tête de la CFDT que l'on va analyser. Laurent Berger quitte son poste de secrétaire général à la fois sur un échec, la réforme des retraites va s'appliquer, et sur un succès, son syndicat est devenu le premier en France pendant son mandat. Avant de débattre sur son avenir, sur celui de l'intersyndicale aussi, le portrait de Laurent Berger signé Samia Dechir. Allez. C'est une tradition à la CFDT. Tous les 10 ans, le syndicat change de dirigeant. En 2012, François Chérec laisse donc sa place à Laurent Berger. Inconnu du grand public, il devient, à 44 ans, secrétaire général d'un syndicat réformiste, une position d'équilibriste sous un gouvernement de gauche. Ni soutien d'un gouvernement, ni opposant politique, mais contre-pouvoir social, autonome et exigeant. La CFDT est fidèle à elle-même. Né à Guérande, Laurent Berger vient d'une famille militante. Fils d'un ouvrier sur les chantiers de Saint-Nazaire et d'une auxiliaire de puériculture, il forge son engagement lors de ses années d'études à Nantes. Aux Jeunesses ouvrières chrétiennes, dont il sera un temps responsable, mais surtout à la CFDT. Salarié d'une association d'insertion, il devient responsable de l'Union régionale Pays de la Loire. C'est là qu'il a connu Yves-Henri Cordeau dans les années 90, un ami de plus de 30 ans, qu'il l'a vu gravir tous les échelons jusqu'à prendre la tête du syndicat réformiste. Il y a une reconnaissance de ses pairs en disant il a milité comme nous, il est simple comme nous quand on est dans un débat, il parle de la même façon, il a le même quotidien d'ailleurs, et donc ça permet une forme de légitimité et puis en même temps des atouts qu'il a dans sa poche depuis le départ. C'est un très gros bosseur, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup ses interlocuteurs. Sous François Hollande, Laurent Berger va défendre plusieurs réformes impopulaires à gauche, comme la loi travail adoptée par 49.3. Malgré tout, en 2018, la CFDT devient le premier syndicat de France devant la CGT. Une victoire pour Laurent Berger, réélu la même année à plus de 90% des voix. Sous Emmanuel Macron, le dialogue social se durcit. En 2019, il emmène son syndicat dans la rue contre un premier projet de réforme des retraites finalement abandonné. 4 ans plus tard, nouvelle réforme des retraites, nouvelle mobilisation. 64 ans, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'en veut pas. Et donc, il faut que le gouvernement écoute. S'il n'écoute pas, on recommencera. Pour la première fois depuis 2010, la CFDT et la CGT défilent main dans la main. Laurent Berger aux côtés de Philippe Martinez en tête de cortège. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont côtoyés pendant 8 ans à la tête des 2 premiers syndicats de France. Ils auraient pu ne pas s'entendre et pourtant ils s'apprécient. Philippe Martinez respectant lui l'homme de terrain. Forcément, on n'a pas toujours été d'accord sur le fond. Mais je crois qu'on a réussi à dépasser ce qui nous divisait pour essayer de travailler ce qui pouvait nous rassembler. Et il est proche des militants, je vous l'ai dit, il se déplace beaucoup, il va beaucoup au contact. Et c'est quelqu'un qui est sincère. Je l'ai dit qu'on a la même conception du rôle de dirigeant. C'est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Donc forcément, ça ne pouvait que coller sur ces bases-là. Redevenu simple militant, Philippe Martinez a passé la main à Sophie Binet il y a 3 mois. Demain, Laurent Berger quittera lui aussi la tête de la CFDT au profit de Marie-Lise Léon. Après 11 ans sous le feu des projecteurs, il reste lui aussi fidèle à la tradition de son syndicat. Au bout d'une décennie, il faut savoir céder sa place. Et on tourne cette page avec Christine Kerdelan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes essayiste, journaliste économique, auteur de ce livre, Mon super-héros, aux éditions Humaine Science. Franck Morel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Édouard Philippe, expert emploi à l'Institut Montaigne. Rémi Bourguignon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur scientifique de la chaire Transformation et Régulation de la relation de travail. C'est à l'université Paris-Est Créteil. Et Laetitia Krupa, évidemment, est restée à mes côtés. Petit exercice de style, hein, Laurent Berger en... alors ça peut être un mot, un souvenir, une date clé. Christine Kerdelan, vous diriez quoi? Qu'est-ce qui vient? Alors, un mot, c'est honnête homme. Oui.
Honnête homme, d'ailleurs. Au sens du 19e siècle, d'une certaine façon aussi. C'est un peu ce que disait Martinez tout de suite. Ouais. Il se tient aux décisions qu'il prend, il est honnête. Apparemment, après son mandat, à partir de la semaine prochaine, il va partir avec un sac à dos, une tente pour marcher tout seul pendant une semaine en Bretagne. Et puis s'occuper de son petit garçon. Non, mais une semaine, c'est rien, mais tout le monde. C'est déjà bien. S'extraire de la folie parisienne. Donc, honnête homme, et puis. J'hésitais avec Notat compatible. Il a Nicole Notat. C'est-à-dire, il a été capable entre les deux, il y a eu François Chérèque, bien sûr, mais il a été dans la continuité de Nicole Notat, qui a quand même marqué la CFDT, qui a été à l'origine de la, je ne sais pas si on peut dire une remontada, parce qu'il n'y avait pas la montada de la CFDT. Et c'est sous son mandat à lui que la CFDT est passée premier syndicat. Mais c'est la continuité de ce qu'avait commencé Nicole Notat. En un mot, Franck Morel, Laurent Berger. En un mot, ça va être dur. Mais après, vous pourrez développer, évidemment. J'ai envie de mettre de la nuance quand même par rapport au regard qu'on peut porter sur Laurent Berger. Un souvenir personnel, moi, la première fois que j'ai rencontré Laurent Berger, j'étais conseiller de Xavier Bertrand au ministère du Travail et d'Éric Woerth. Et on avait toutes les peines du monde à faire modifier la loi sur le dialogue social dans les TPE. Et donc, on avait très petite entreprise. Laurent Berger, il était monsieur TPE à l'époque, monsieur dialogue social dans les TPE. J'avais essayé de mettre en avant le fait que ça allait être extrêmement compliqué au Parlement pour faire accepter à la majorité UMP de l'époque des dispositions sur le dialogue social dans les TPE. Et il avait fini par intégrer cette contrainte, mais ça n'avait pas été si évident. Non, je dirais que c'est quelqu'un, durant les 10 ans qu'il a été à la tête de la CFDT, qui a voulu rester dans l'ADN, ce que vous disiez il y a quelques secondes, de la CFDT. Mais j'ai envie de dire que quand on aura laissé passer un peu l'écume, je dirais, du regard immédiat sur l'actualité, on se dira que dans cette période, à la différence de la période de son prédécesseur, il n'y a pas eu de grande avancée de la part de la CFDT dans les négociations interprofessionnelles. Il y avait eu juste au début de son mandat l'accord de 2013, mais au tout début, effectivement, qui a été négocié avant lui, l'accord de 2013 sur la sécurisation de l'emploi, qui a modifié les règles de licenciement économique et qui a généralisé la complémentaire santé, qui était pour les salariés, qui était une demande de la CFDT. Il y avait eu, je l'ai vécu au ministère du Travail en 2008, la refonte des règles de représentativité des organisations syndicales, dans laquelle la CFDT avait joué un rôle majeur. Et donc, si le critère, effectivement, c'est ce critère-là, on peut porter un regard un peu plus nuancé. Alors certes, la CFDT est devenue le premier syndicat pendant les 10 ans où Laurent Berger était à sa tête, mais surtout du fait de l'affaiblissement de la CGT. Oui. C'est surtout... Alors on y reviendra effectivement là-dessus. Je vous interromps pour donner la parole à Rémi Bourguignon. Peut-être il y a une bascule pour vous dans cette décennie de Laurent Berger à la tête de la CFDT. C'est quoi ? Oui, il y a clairement une bascule, alors qui n'est pas tellement dans la politique menée par Laurent Berger, parce que j'aurais aussi insisté sur la constance, à la fois dans la continuité de ses prédécesseurs, mais sa constance à lui dans sa conception de l'action syndicale et du réformisme tel qu'il le définit. Mais en tout cas, il y a eu effectivement une bascule dans ces 10 ans, c'est dans la manière dont les gouvernements ont traité la démocratie sociale. Alors effectivement, Franck Morel rappelait à l'instant, il y a eu un début de parcours de Laurent Berger qui était dans un contexte plutôt favorable, avec François Hollande qui avait décidé de réformer par le dialogue social. Et cette réforme, la loi sur la sécurisation de l'emploi, est assez emblématique d'une des grandes réussites de la démocratie sociale, avec des mesures assez courageuses pour des organisations syndicales qui ont été prises à ce moment-là, suivies par le pouvoir politique. Mais dans ce mandat de François Hollande... Et voilà, et un point de bascule. Il y a un moment où ça se dégrade. Voilà, c'est plutôt ça à partir de 2014-2015, où on voit bien qu'il y a un changement de méthode assez radical, qui va s'incarner dès les lois El Khomri et qui va être poursuivi derrière sous Emmanuel Macron, et qui est de réformer cette fois non plus avec la démocratie sociale, mais avec un pouvoir politique fort et assumé. Ouais. Et puis Christine Cardan, il y a une autre date importante qui est le conflit des Gilets jaunes. Parce que, alors là, on est évidemment avec Emmanuel Macron, mais pourquoi elle est importante dans le... Vous parliez de démocratie sociale, démocratie politique, dans la perception par Laurent Berger, finalement, de son rôle, du rôle des syndicats et peut-être d'une occasion manquée. En fait, il y a deux choses. À la fois, c'était un mouvement social qui ne dépendait pas du tout des syndicats, qui n'a pas été impulsé par les syndicats, donc c'était une claque terrible pour eux. Qui refusait d'être récupéré par les syndicats. Qui refusait d'être récupéré. Et en était vraiment à distance. Tout à fait. Qui refusait même tout principe d'être représenté par qui que ce soit, effectivement. Oui, on peut aller au-delà, oui. Et en même temps, il a tendu la main à ce moment-là à Emmanuel Macron en disant voilà, ce mouvement nous dépasse, essayons de faire quelque chose ensemble. Et la main n'a pas été saisie. Donc je pense qu'il y a une double,
pas défaite, mais une double déception en tout cas pour lui. Mais je voudrais juste compléter, je n'étais pas tout à fait d'accord avec vous sur ce qui s'est passé pendant son mandat. Moi, je pense que si aujourd'hui le chômage c'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais si aujourd'hui le chômage est le plus bas depuis 40 ans, s'il est à 7%, c'est en partie grâce à lui. Parce que les réformes sociales qui ont commencé à la fin du mandat Hollande, la loi travail, loi El Khomri, etc., à l'époque, il était encore en négociation avec François Hollande, et c'est grâce à la CFDT, ou en tout cas au fait que la CFDT n'est pas descendue dans la rue et a laissé les choses se faire, que la politique de l'offre a pu commencer, qu'elle a continué sous Emmanuel Macron, où là, effectivement, la CFDT n'était pas du tout d'accord avec la réforme du Code du travail et avec d'autres mesures qui ont été prises. Mais ce sont toutes ces mesures-là qui, quand même, ont eu pour résultat, aujourd'hui, cette baisse du chômage, le fait que les entreprises n'ont plus peur d'embaucher. Franck Morel. Je pense que la question vient de quand est-ce qu'on date la genèse de ces réformes-là. Moi, je considère que ce qui a déclenché effectivement le mouvement en direction de ces réformes-là, c'est la réforme de 2008. Parce que c'est la réforme de 2008 qui a fait le choix résolu de mettre l'entreprise avec la position commune signée par la CGT et la CFDT, et donc le prédécesseur de Laurent Berger, effectivement. Et donc, c'est cette position commune et la réforme de 2008 qui a fait le choix de mettre l'entreprise au cœur du système. Les réformes qui ont suivi ont amplifié le processus qui avait été ouvert par la réforme de 2008. Mais bon, après, c'est un débat qu'on peut avoir longtemps. Et je voudrais qu'on entende une première fois Laurent Berger dans ce débat. Il revient évidemment sur ces 6 mois de combat contre la réforme des retraites qui ont forcément changé son image. Écoutez ce qu'il en dit, c'était dimanche sur France Inter. Pourquoi un syndicaliste comme moi, mesuré, qui a le sens du compromis, qui pense qu'il n'y a pas de grand soir et qu'il n'y a pas de yaka faucon à tous les étages. Pourquoi pourquoi je me fais le relais aujourd'hui de cette colère-là? Parce qu'elle existe, et qu'elle existe parmi ceux et celles qui ont été là notamment pendant cette période. Enfin, on n'a pas tiré les périodes, le bilan de la période de la crise sanitaire. Ça a bouleversé la société. Rémi Bourguignon, alors ma question, elle est volontairement binaire, un peu simpliste, mais est-ce que Laurent Berger s'est radicalisé pendant ce combat contre la réforme des retraites? Non, je ne crois pas. Il a d'ailleurs plusieurs fois, pendant cette mobilisation, redit qu'il était tout à fait prêt à accompagner une réforme. Il était même plutôt porteur et il soutenait la réforme version 2019, qui était, pour le coup, une réforme ambitieuse. On peut se demander si les retraites, c'est vraiment une réforme. On n'a pas réformé le système des retraites. On a fait quelques ajustements, qui sont plutôt des ajustements budgétaires. Il n'y a pas eu de réforme. Donc, il était, lui, plutôt porteur d'une idée plus réformatrice que le gouvernement. Donc, il n'est pas revenu sur sa conception du réformisme. Par contre, cette opposition sur la mesure d'âge, eh bien, il l'avait affirmé très tôt, il s'y est tenu. Et d'ailleurs, il est un peu dans le prolongement de ses prédécesseurs, puisque ça a été rappelé dans votre reportage d'introduction, mais en 2010 déjà, il y avait une opposition très forte de la CFDT à la réforme des retraites, qui était aussi une réforme qui visait à bouger l'âge de la retraite. Et de ce point de vue-là, la CFDT n'a pas changé de ligne de conduite. Bon, donc vous nous dites qu'il y a là une cohérence. Je propose à Audrey Vétas de nous rejoindre sur ce plateau, puisque on va faire un peu le bilan notamment en nombre d'adhérents, etc., etc. Lorsqu'il annonce son départ, rebonsoir Audrey, c'était dans une interview au Journal de Monde. Il dit « Je vais partir à la mi-juin ». Il affirme « Je laisserai une CFDT qui va bien ». Est-ce qu'il a raison? Déjà, un point qu'on ne peut pas lui contester, vous l'avez rappelé, c'est sous son aire que la CFDT est devenue en 2018 le premier syndicat de France devant la CGT. Elle compte aujourd'hui 640 000 adhérents. Sous la houlette de Laurent Berger, la ligne réformiste s'est progressivement imposée parmi les autres positions syndicales. Écoutez le sénateur centriste Hervé Marseille à ce sujet. Il incarne quelque part ce qui manque aujourd'hui, cette gauche social-démocrate, ce courant modéré qui apporte beaucoup traditionnellement à la vie du pays. Oui, mais alors, paradoxalement, on pourrait dire que c'est grâce à l'opposition résolue de Laurent Berger à la réforme des retraites que la CFDT a gagné des adhérents. Et oui, aussi, la CFDT a renoué avec les manifestations, un mode de contestation qu'elle avait délaissé ces dernières années. Ça a permis d'augmenter son audience, c'est incontestable. D'après Laurent Berger lui-même, elle compte 50 000 adhérents de plus depuis le début d'année et des centaines de sections ont été créées. Je vous propose de l'écouter aussi à ce sujet, Laurent Berger.
Le syndicalisme est de retour. Il est de retour pas simplement dans la rue, il est de retour dans les entreprises, il est de retour dans les chiffres d'adhérents. On entend beaucoup les partis politiques, et notamment le parti présidentiel, expliquer qu'ils font des campagnes d'adhésion. Je crois que le nombre de nouveaux adhérents à la CFDT depuis début janvier, c'est à peu près plus que le nombre global d'adhérents de nombre de partis politiques. Alors, Satisfacit de Laurent Berger a nuancé, évidemment, la CFDT comme les autres syndicats n'échappent pas à l'hémorragie générale des adhésions. Les nouveaux venus ne compensent pas forcément les départs. La CFDT aurait perdu en 10 ans 200 000 adhérents. Il faut souligner aussi que la France reste l'un des pays les moins syndiqués de l'Union européenne avec un taux de 10,3% d'après l'ADARES, quand la moyenne européenne est de 24%. Thomas. Merci beaucoup Audrey. Rémi Bourguignon, je reste avec vous sur cette phrase de Laurent Berger. Le syndicalisme est de retour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, on verra si le syndicalisme est de retour. En tout cas, sur la réforme des retraites, ça n'a pas bien fonctionné, cette opposition syndicale, puisque la réforme est quand même allée au bout. Donc, on a entendu les syndicats nous dire qu'ils avaient des vagues d'adhésion. On n'a pas vraiment de chiffres, donc c'est leur déclaration. Et on entendait peut-être que ça va améliorer leur audience. On verra bien. L'audience, on la connaîtra dans quelques temps. Pour le moment, on ne sait pas ce que ça va changer pour ces syndicats. Ouais. Mais il y a peut-être un retour et un regard des syndicats, mais pour le moment, ils n'ont pas réussi à convaincre encore le pouvoir politique qu'ils ont un rôle à jouer dans la réforme. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que le gouvernement a changé d'avis fondamentalement et se dit que désormais, pour réformer, il va s'appuyer. Ouais. Il y a eu quelques petits gestes, mais c'est vraiment à la marge. Donc c'est un peu ça c'est pas le bilan de Laurent Berger, mais on disait tout à l'heure, il a démarré son mandat de secrétaire général dans un contexte plutôt favorable, avec des liens forts avec le pouvoir politique, et il le termine dans un contexte où le pouvoir politique et la démocratie sociale sont très opposés. Et donc il part avec un contexte global qui est beaucoup plus défavorable aux syndicats. Le pouvoir politique, est opposé à la démocratie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Parce qu'on l'a entendu dans la bouche de Laurent Berger pendant les 6 derniers mois, et là on la réentend dans la vôtre. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est l'idée que pour réformer, le gouvernement ne souhaite pas en passer par un travail des partenaires sociaux, organisations patronales, organisations syndicales, qui puissent, avec leur expertise, eux-mêmes concevoir, préparer les réformes, comme cela est d'ailleurs pourtant prévu dans le cadre légal, puisque il faut se rappeler qu'après le grand conflit de 2006 sur le CPE, la loi Larcher avait prévu que désormais, quand on souhaitait réformer les questions de travail et d'emploi, eh bien, il fallait en passer par une phase préalable, qui était de confier le dossier aux organisations syndicales et patronales pour qu'elles négocient. Si elles s'entendent, le gouvernement s'engage à suivre la réforme. Si en revanche... Bien sûr, en gardant son pouvoir et sa capacité à revenir. Bien sûr, partie du débat. Non, mais bien sûr, mais en repartant quand même de l'accord qui peut être signé entre organisations syndicales et patronales, et se garder, bien sûr, son pouvoir de législateur, et le Parlement peut bien sûr intervenir, mais quand même repartir de ce travail de pré-législateur fait par les organisations syndicales et patronales. Et donc ça, vous nous dites que ça... ce n'est pas appliqué. Que c'est pas appliqué, c'est pas appliqué depuis... Franck Morel, votre avis ? Il y a eu très peu de lois. Depuis 2013, en tout cas, on n'a pas vu de réforme s'appuyant sur cette... Oui, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas appliqué. Le processus est appliqué. Le processus n'implique pas forcément qu'il y ait une négociation et un accord. Le processus implique que la perche soit tendue aux partenaires sociaux, qu'il y ait soit une négociation, soit une concertation. Alors c'est vrai que depuis 2013, il n'y a pas eu de grand accord national interprofessionnel pré-légiférant, mais je trouve que c'est un peu facile de peindre le monde en noir et en blanc et de considérer que c'est uniquement la responsabilité des pouvoirs publics. Pour négocier, il faut être plusieurs. Et quand on met sur la table une possible négociation, on se pose la question de ce qu'on est prêt à donner et de ce qu'on est prêt à obtenir. Ce qu'il faut pointer, c'est que, par exemple, dans l'accord national de 2013, la CFDT a obtenu à l'époque la généralisation de la complémentaire santé au prix d'un assouplissement des règles sur le licenciement économique collectif. Qu'était prêt à donner, par exemple, prenons l'exemple des retraites, qu'était prêt à donner la CFDT dans le cadre de la réforme des retraites ? J'ai pas trouvé dans les déclarations, même les questions de nombre d'annuités, qui un temps avaient pu être dans le débat, la porte a été fermée très très tôt. Donc je pense qu'il y a aussi le débat qu'il peut y avoir sur la démocratie sociale est un débat extrêmement intéressant et pertinent. Mais la démocratie sociale, c'est pas... les pouvoirs publics donnent un blanc-seing aux partenaires sociaux en le laissant faire ce qu'ils veulent et en recopiant religieusement.
c'est quelque chose qui vient des deux partis, qui est construit par les deux partis. Mais Christine Cardellan, il y a eu un exemple récent, l'accord sur le partage sur la valeur. De la valeur en entreprise quand même. Donc là c'est un accord, patronat, syndicat, et que le gouvernement s'est engagé à reprendre. Oui, mais il s'est fait sans le gouvernement, effectivement, entre le MEDEF et un certain nombre de syndicats. Et d'ailleurs, c'est une des fiertés de Laurent Berger, et il espère qu'on va continuer sur cette voie-là. C'est-à-dire, lui ne s'entendait plus avec les gens qui étaient au gouvernement, et il a été ravi de pouvoir négocier avec Geoffroy Roux de Bézieux et le MEDEF sur le partage de la valeur dans les entreprises. Votre avis sur le lien de confiance entre, puisque c'est une partie de la chronique d'Audrey à l'instant, entre les Français et les syndicats. Quand Laurent Berger dit le syndicalisme est de retour, c'est un peu ça qu'il y a derrière. On a regagné des adhérents à l'occasion de cette réforme des retraites. Sauf que vous l'avez dit, la loi elle est passée. Oui. Donc à moyen terme, est-ce que ce lien de confiance ou est-ce que ces adhérents vont rester? C'est une vraie question qu'ils doivent se poser là. Je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que effectivement les syndicats ont perdu. Il y a eu 14 journées de défilés, de manifestations qui n'ont servi à rien. Et en même temps, ils ont fait la démonstration d'une certaine manière que la démocratie sociale, mais ce n'est pas tout à fait dans le même sens que le vôtre, fonctionnait mieux que la démocratie parlementaire. C'est-à-dire on a vu un fouillis, un désordre à l'Assemblée nationale, c'était la chanlie, vraiment. Et en revanche, dans la rue, on a vu les syndicats et leurs adhérents faire preuve de responsabilité, de sagesse en quelque sorte, et bon, même si ça n'a abouti à rien. Mais je pense et en plus, très bien tenir les manifestations jusqu'au 49.3. Après le 49.3, il y a eu plus de violence, mais c'est vrai que les manifestations... Et donc je pense qu'au final, ils ont gagné. Ils sortent plutôt gagnants de cette séquence. Alors, et puis avec, évidemment, et on va ouvrir ce chapitre, la question de l'intersyndicale, de l'unité syndicale qui était inédite et qui s'est avérée solide. Ça a pu en tout cas sembler surprenant. Écoutez ce qu'en dit justement Laurent Berger, enfin on va le lire plutôt, puisque c'est dans un long portrait que les Échos consacrent à Laurent Berger aujourd'hui, portrait passionnant. Alors voilà ce qu'il dit à propos de l'intersyndicale. Nous sommes respectés, on a travaillé en transparence. Quand vous êtes capable de dire aux autres « ça, je ne pourrais pas », vous avez gagné, car nous savons tous ce que c'est que de gérer des organisations collectives. Il y a beaucoup d'informations intéressantes dans cette première phrase. Et puis ensuite, il dit sur l'avenir de l'intersyndicale, il faut éviter deux risques, tuer l'intersyndicale en repartant comme avant, ou faire une intersyndicale permanente qui soit mentirait à tout le monde car on a des désaccords, soit tétaniserait les organisations qui s'en tiendraient au minimum commun. C'est vraiment intéressant. Franck Morel, peut-être d'abord sur... Nous savons tous ce que c'est que de gérer des organisations collectives. Enfin voilà, quand on est leader de la CFDT ou de la CGT, on a une base derrière, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler. Quoi. Ce qui est dit là est extrêmement important, parce qu'on a parlé tout à l'heure du mouvement des Gilets jaunes. Et d'une des caractéristiques du mouvement des Gilets jaunes, qui était justement le refus de toute forme de représentation. Et vous avez souligné à juste titre qu'un des points notables de la séquence retraite et de la manière dont les organisations syndicales ont géré cette séquence retraite, c'est la capacité justement à organiser le mouvement de contestation et à maîtriser le mouvement de contestation. Et ça, c'est extrêmement précieux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de codes, entre guillemets, qui régissent cette capacité à pouvoir organiser le mouvement de contestation. Et notamment le code, c'est de trouver le bon équilibre entre le fait de prendre en considération ce que la base des organisations syndicales demande, et ça a été un point extrêmement important du côté de la CFDT, et qui explique, de mon point de vue, en large partie, la difficulté de pouvoir aller sur la construction de quelque chose, mais c'est important parce que ça a quand même permis, notamment à la CFDT, de pouvoir garder la main sur le mouvement. Et puis l'autre versant, c'est la capacité à savoir jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller, à un moment donné, la CFDT a dit, il y a quelques jours, ça y est, c'est fini. Il y a un certain moment dans le conflit social où ça n'était pas possible. Ça n'était pas audible de la part de ses mandants. Et avec la capacité de dire ça, je ne pourrais pas. Je trouve ça vraiment intéressant, Christine. Je ne peux pas le faire passer. Oui, je ne pourrais pas le faire. Est-ce que quand même on peut dire... C'est pas nouveau, mais que dans cette intersyndicale, Laurent Berger a pris le lead. Le lead, oui, clairement. On l'a bien vu au centre, à chaque fois, des leaders syndicaux rassemblés quand il fallait prendre la parole. Non seulement, effectivement, sans les médias. Quasiment tous les jours. Oui, tout à fait. Non, mais je trouve que la photo qu'on a vue plusieurs fois avec entre Martinez et les autres patrons des syndicats était très parlante, parce qu'en fait son syndicat est devenu le premier en France, mais en même temps il était reconnu par la CGT
qu'il était le premier en France. Ouais. C'était vraiment ça qui se passait. Et donc, j'ai trouvé que c'était... c'est l'image qui restera pour moi aussi de cet intersyndical. Alors, toujours sur l'unité syndicale, l'intersyndicale, écoutez Jean-Philippe Tang, qui est le secrétaire général de la CFE-CGC. Comme l'intersyndicale l'a fait sur le dossier des retraites en se concentrant sur ce qui la rassemble, elle va travailler dès maintenant à dégager des revendications communes sur chacun des sujets suivants. Les salaires et les pensions, les conditions de travail, la santé au travail, la démocratie sociale, l'égalité femmes-hommes, l'environnement et la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Sur ces thèmes, nous voulons obtenir des avancées importantes, notamment lors des futures négociations. Alors, quand on parle des syndicats, et moi je trouve toujours ça passionnant, il y a le discours national et puis il y a aussi ce qui se passe sur le terrain. Et ce qu'on voit sur le terrain, Rémi Bourguignon, c'est qu'il y a l'unité syndicale, elle est aussi à l'œuvre parfois dans certaines entreprises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce poids d'une intersyndicale qui fonctionne comme telle pour obtenir des avancées au niveau des entreprises. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle donne de longue durée pour vous? C'est-à-dire qu'on dit une page s'est tournée, est-ce que là aussi c'est une nouvelle donne? Non, vous avez raison de faire la distinction entre ce qui se passe localement et ce qui se passe au niveau national. Et au niveau local, effectivement, il y a des entreprises dans lesquelles il y a des intersyndicales, notamment dans les conflits un peu durs sur les restructurations, etc. Mais on a aussi des entreprises dans lesquelles il y a des conflits intersyndicaux extrêmement importants et ça donne souvent la tendance de la manière dont se déroulent les négociations dans ces entreprises. Au niveau national, c'est effectivement une nouvelle donne, parce que cette intersyndicale, on ne l'avait pas vue depuis extrêmement longtemps. Elle était compliquée d'ailleurs pour la CFDT, la CGT à construire au début du mandat de Laurent Berger, puisqu'on regarde un peu cette période-là, parce qu'il faut se rappeler que c'est aussi le moment où arrive Thierry Lepant à la CGT et que la CGT entre dans une crise quand même assez lourde et pendant un moment. Donc les conditions étaient absolument pas réunies. Il va rester en poste quelques mois à peine. Oui, un petit peu plus, mais presque 2 ans. Mais dans ma tête, ça va durer moins longtemps que ça. Mais voilà, il va être mis en difficulté. Il va y avoir l'arrivée de Philippe Martinez qui va être aussi assez compliqué pour la CGT. Donc, il a fallu quelques années pour avoir des conditions réunies. Et c'est important de souligner effectivement que dans certains syndicats, alors on a beaucoup vu Laurent Berger, mais il faut quand même souligner effectivement l'acceptation du leadership CFDT par la CGT, qui est quand même un élément extrêmement important. C'est aussi une forme de reconnaissance de tous nos critères de représentativité syndicale avec l'élection, etc. Et puis alors pour les militants CFDT, c'était aussi plus reposant parce qu'ils étaient moins traités de traîtres par d'autres. Non mais c'est vrai, c'est aussi ça ce qui s'est passé dans les cortèges. Je voudrais revenir vers vous, Franck Morel, sur côté gouvernement, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça change d'avoir une intersyndicale? Parce qu'on a bien vu là que la porte, elle avait été à peine entrouverte par Elisabeth Borne avec des bilatérales. Elle a reçu, mais bon, on voit pas de grandes négociations poindre à l'horizon. Est-ce qu'ils ont peur du poids de cette intersyndicale? Non, ça change plus quelque chose par rapport à la maîtrise du mouvement que par rapport à la dynamique du processus de réforme. Je veux dire les choses telles qu'elles sont. Parce que dans la dynamique du processus de réforme, j'ai envie de dire, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la capacité à pouvoir s'appuyer sur un acteur qui ne serait pas d'accord avec les autres pour essayer d'avancer avec cet acteur. Là, c'est pas le cas, puisque vous avez une intersyndicale et vous avez une position commune de refus de la réforme de la part de l'intersyndicale. Oui, mais ça, c'était sur les retraites. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut changer sur la suite? Moi, je me projette là. Ça peut changer sur la suite. Sur la suite, moi, je suis assez en phase avec ce que disait Laurent Berger, avec le côté assez pragmatique de la construction intersyndicale, qui est une construction, je dirais, pour les besoins de la circonstance. C'est-à-dire qu'il reste des syndicats différents, avec une histoire différente, avec une culture différente, et dans les prochaines négociations interprofessionnelles, il y en a qui signeront et d'autres qui signeront pas. Et c'était le cas d'ailleurs en matière de partage de la valeur, c'est le cas sur les 2 autres accords qui ont été trouvés, sur les accidents du travail et sur la transition écologique. Donc il ne faut pas surinterpréter le poids de l'intersyndicale. Je crois que la valeur ajoutée, surtout, moi, la vraie valeur ajoutée que je vois très importante, non négligeable véritablement, c'est celle de la maîtrise du mouvement. Et je renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les Gilets jaunes. Elle est notable. Alors, on va s'intéresser au destin, au futur de Laurent Berger. On va forcément parler de politique. Il l'a dit tout de suite, à chaque fois que la question lui est posée, je ne veux pas me lancer dans la politique. Mais quand même, Laetitia, il incarnait un espoir à gauche. Alors oui, et même triple oui. Et il le sait, tout le monde le sait, et lui en premier, le patron de la CFDT, il a toujours mis, c'est vrai, une frontière étanche entre le combat politique et le combat syndical. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Mais il s'est trouvé dans les faits
il s'est trouvé effectivement dans une position inédite pour lui. Il s'est retrouvé dans la position du premier opposant, non pas syndical, Thomas, du premier opposant politique à Emmanuel Macron. Dans les faits, c'est lui qui a incarné le mouvement de contestation à la réforme des retraites. Et il a accepté de jouer ce rôle, j'en parlais tout à l'heure. Il a accepté toutes les invitations médias, il faudrait compter. Vraiment, j'ai essayé de le faire, je vous assure, il y en avait trop. Télé, radio, web, presse écrite, il a dit oui à tout. Je pense que c'est un recordman. Et son message n'a jamais changé. Son message, c'est le même que celui qu'il adressait en une, par exemple, de Libération. C'était le 19 mars dernier. Regardez cette une. Ce n'est pas un échec, c'est un naufrage. Alors, je pourrais vraiment décrypter pendant 3 quarts d'heure la photo, mais on le fera un autre jour. On n'a pas le temps, je sais bien. On faisait ça quand on avait une émission média, mais là, on va rester sur le fond. Mais quand même, cette une, il l'avait mise en avant sur Twitter, Laurent Berger. Twitter, il s'en est beaucoup servi aussi, des médias traditionnels, mais alors Twitter, il a beaucoup tweeté. Et il avait écrit sur Twitter « Monsieur le Président de la République », par souci d'apaisement et pour sortir de cette crise sociale et démocratique, ne promulguez pas cette réforme des retraites. Et donc il avait tout pour se lancer en politique, en quelque sorte. Il avait tout, le positionnement, le storytelling, la curiosité des médias, pour ne pas dire le bon accueil quand même médiatique. Et finalement, la question qu'il faudrait poser, et que moi j'aurais vraiment envie de poser à Laurent Berger, c'est mais comment a-t-il fait pour ne pas y aller ? Comment a-t-il pu se dérober en décevant toute une partie du peuple de gauche ? Parce qu'ils sont nombreux, vous savez, parmi les militants, parmi les électeurs, parmi les hommes et les femmes de gauche, à avoir cru en lui, à avoir cru en Laurent Berger, à l'avoir vu en sauveur un peu providentiel et peut-être en celui qui ramènerait la gauche au pouvoir. On va en citer un ancien pilier du PS. Oui, c'est Michel Sapin, ancien ministre du Travail sous François Hollande. C'est dans Les Échos d'ailleurs. Il avait dit, j'ai retenu cette phrase, il a dit la réalité est qu'il est en situation, il est en situation d'aller en politique. D'accord ? C'est Michel Sapin, habitué de la politique, qui le dit. C'est le meneur, celui qui dit des choses équilibrées et compréhensibles dans un débat incompréhensible. Pour la social-démocratie orpheline, il est le seul qui la représente. Finalement, Laurent Berger a comblé un vide, malgré lui, un vide politique. Et il a suscité, c'est vrai, des forts espoirs. Et finalement, il a renoncé. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, des signaux négatifs de la part de la NUPES, par exemple, parce qu'il aurait été à gauche, de toute façon, Laurent Berger. Est-ce qu'il n'a pas eu le courage d'y aller ? Est-ce que ses convictions personnelles étaient si fortes qu'ils l'ont empêché de passer finalement ce pont vers la politique ? Je peux vous assurer, Thomas, que ces questions, elles vont lui être posées dans tous les médias. Parce qu'on va le revoir, Laurent Berger. Il fait peut-être sa semaine comme ça avec son sac à dos, mais on va le revoir dans les médias. Il a dit qu'il voulait continuer à participer au débat public et donc au débat politique sans être politique. Donc il faudra lui demander vraiment pourquoi il a renoncé et ne pas... Si jamais il n'apporte de réponse à cette question, c'est aussi un message. Ne pas répondre à cette question, c'est aussi un message. C'est peut-être aussi juste une obsession journalistique. On pourrait aussi se dire ça. Tout le monde ne rêve pas de devenir candidat à la présidentielle. Non, mais c'est vraiment intéressant. Christine Cardellan. Nicole Notat aussi. On attendait à ce qu'elle fasse de la politique après. Et elle n'en a pas fait. C'était une femme, on manquait de femmes. Non, je pense que... Franck Morel ? Oui, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez employé le verbe renoncer. Pour renoncer à quelque chose, il faut l'avoir envisagé. Et donc, la question, personne n'est dans la tête de Laurent Berger. Et je ne sais pas s'il a renoncé ou s'il n'a jamais envisagé. En réalité, après, il y a 2 facteurs. Il y a un, vous l'avez dit, le fait, la faiblesse de la gauche social-démocrate et donc du coup le fait de combler un manque d'une certaine manière, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième facteur que vous n'avez pas pointé mais qui me paraît être important pour alimenter, je dirais, les débats autour du positionnement de Laurent Berger, c'est le fait que la CFDT a un prisme extrêmement sociétal. Et donc prisme extrêmement sociétal qui déborde très largement le seul cadre du travail, de l'emploi, pour aller sur des sujets beaucoup plus vastes. Et donc ce prisme-là peut alimenter le fait que l'on prête à Laurent Berger une vision politique beaucoup plus large que simplement cantonnée aux relations de travail et d'emploi. À toutes les questions, sur l'écologie, sur le climat, sur le féminisme. Enfin, il n'a jamais refusé de répondre à ces questions. C'était un politique.
Je suis en train de chercher la formule. Il y a une formule donnée par la CFDT, c'est sur justement une vision globale de la société. Est-ce que quelqu'un l'a en tête? C'était le pacte. La CFDT avait participé à l'élaboration du pacte du pouvoir de vivre. Le pacte du pouvoir de vivre. Bravo, Franck Morel. Il était en train de se balader dans un coin de ma tête. J'arrivais plus à le retrouver. Oui, mais effectivement, c'est pour ça aussi qu'on lui pose la question. 2018 ou 19. C'est pour ça aussi qu'on lui pose la question. Moi, je le verrais bien président d'une fondation, d'une grande banque mutualiste ou alors intégrer une grande entreprise de l'économie sociale et solidaire. Enfin, ça pourrait être ça. Je me mouille, je prends mon risque dans le destin de Laurent Berger, mais il dit effectivement dans le bon article des Échos sous la plume d'Elsa Fresnay et Léla de Comarmont qu'il va s'astreindre à une cure de silence. C'est une sorte de tradition à la CFDT de ne pas gêner en l'occurrence celle qui vient après. Effectivement, je crois qu'il a envie de ne pas gêner Marie-Lise Léon, puisque c'est lui qui l'a poussée là et il n'a pas envie qu'elle commence mal. Mais pour revenir sur cette non-envie d'aller en politique, il n'a jamais dit qu'il irait en politique. Il a plutôt, quand on lui posait la question, dit qu'il ne voulait pas y aller. Je pense qu'il aurait peur de perdre sa liberté de parole ou son honnêteté dont je parlais à l'origine. Et puis, lisons Laurent Berger, toujours dans cet article. « Je ne veux pas candidater dans l'administration ou les entreprises de la sphère publique. Je ne veux pas avoir à demander quoi que ce soit à ceux qui nous gouvernent. J'ai envie d'être opérationnel dans une entreprise ou une ONG. » Rémi Aurignon, moi, ce que je lis là-dedans, il y a aussi le côté presque déçu de la politique. Est-ce que vous diriez ça ? Je ne sais pas s'il est déçu, et puis je ne suis pas plus dans sa tête que... Non, mais si on analyse ses propos, tout simplement. Mais oui, il croit à l'initiative privée, il croit au secteur privé, il croit à l'autonomie aussi des travailleurs, et c'est ce qu'il incarne avec sa vision du réformisme dont on parlait tout à l'heure. Et donc, effectivement, il pourrait parfaitement être investi dans l'économie sociale et solidaire, dans une entreprise qui se donne un but social, et probablement qui se sent plus à l'aise à être un peu le porteur comme ça de ce qu'il voit comme une société civile ou comme des travailleurs, plutôt que d'organiser cette forme de démocratie depuis une position plus gouvernementale. Ce qui pourrait être une autre manière d'agir pour développer cette vision du réformisme, mais probablement qui veut porter ses initiatives privées. Mais l'extrait que vous avez lu est important parce qu'il faut rappeler que le prédécesseur de Laurent Berger avait été nommé à l'inspection générale des affaires sociales. Et il y a d'autres exemples d'anciens syndicalistes qui ont intégré des corps d'inspection et qui se sont reconvertis, voire même parfois en cabinet ministériel. Donc c'est assez notable, effectivement. Alors après, ça vient alimenter sans doute la longue séquence du regard porté sur les relations entre Laurent Berger et le président de la République. Et le président de la République, bien sûr. Parce qu'il le dit clairement dans l'interview qu'il ne veut pas aller frapper à la porte du gouvernement, du président, pour leur demander de le recaser quelque part dans la sphère publique. Et d'ailleurs, ça m'offre la transition pour notre conclusion. On va parler de Marie-Lise Léon, donc qui lui succède demain. Je vous propose d'écouter un extrait d'une interview de Marie-Lise Léon. C'était il y a 2 semaines sur RTL. Elle se projetait vers les négociations futures. Le sujet important, c'est la question de la méthode. C'est-à-dire que si on renoue le dialogue, c'est certainement pas pour faire comme on a eu des discussions sur les retraites. Donc on est extrêmement clair et nous attendons du gouvernement qu'il nous explique en quoi ils sont prêts à travailler différemment et sur quoi. Donc pour le moment, on est en attente. Bon, il n'y a pas j'allais dire cadavre dans le placard, l'expression est un peu lourde, mais bon, enfin, tout le monde comprend ce que je veux dire. Entre Marie-Lise Léon et Emmanuel Macron, ça va quand même peut-être simplifier les choses. Oui, mais en fait, il ne part pas, cette date n'a pas été prise au hasard. C'est bien après la réforme des retraites. Comme il avait promis qu'il ne retournerait jamais à la table des négociations si ce projet de retraite n'était pas retiré, eh bien, le projet est allé jusqu'au bout, donc il ne retournera pas à la table des négociations. Et donc, il n'a pas à se déjuger et Marie-Lise Léon peut y aller. Peut y aller à sa place, effectivement. Mais il faut même noter un point important, c'est que vous allez avoir 3 des têtes des 3 principales organisations, MEDEF. la CFDT, la CGT et bientôt le MEDEF, qui vont être nouvelles. Et donc, effectivement, on passe à autre chose. Alors, est-ce que le passage à autre chose va se traduire par un renouveau ou une redynamisation du dialogue social ? Il y a quelques indices intéressants avec les accords. Vous citiez l'accord partage de la valeur, les 2 autres accords qui ont été signés. Il y a un rendez-vous négociation sur les seniors, sur lequel il y a beaucoup d'attentes en direction des partenaires sociaux. On le verra. Mais en tout cas, ce renouvellement des têtes est propice
à cette redynamisation. Marie-Lise Léon, elle va s'inscrire dans le... Puisqu'on parlait du réel pouvoir des patrons de syndicats et de leur lien à leur base, elle va s'inscrire dans la continuité de l'action. En tout cas, pour les deux syndicats CGT et CFDT, il n'y a pas, avec le changement de dirigeants, de changement de ligne majeur. Il n'y a pas de virage très fort. Le MEDEF, on verra un petit peu plus tard. Mais il y a des changements de personnes. Et les différents extraits que vous avez montrés indique bien que c'est quand même des relations interpersonnelles. Vous avez parlé de la relation entre Laurent Berger et Philippe Martinez qui a été extrêmement importante pour construire l'intersyndical, ce qu'ils sont capables de se dire ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Donc ça, c'est beaucoup des questions d'interpersonnel. Donc à partir du moment où vous changez les trois têtes dans la même période, eh bien l'avenir, tout va changer. Donc on parlait de l'intersyndical. Est-ce que l'intersyndical va s'inscrire dans la durée ? C'est quand même en bonne partie une question de relations interpersonnelles et des relations que vont être capables de nouer ces personnes. Oui, mais alors c'était la même chose pour Laurent Berger et Philippe Martinez. Ils avaient des comptes à rendre à leur base. Là, on a deux nouvelles, Marie-Lise Léon et Sophie Binet à la tête de la CGT, qui elles aussi, finalement, doivent rendre des comptes à leur base. Donc c'est une double pression, vous voyez ce que je veux dire ? La pression de l'opinion, la pression de est-ce qu'on réussit à obtenir, fort d'une intersyndicale qui a 6 mois d'existence derrière elle, des avancées sociales, et puis il y a la pression de la base. Elles vont devoir vivre avec ça, quoi. Bien sûr, ça c'est la donne fondamentale d'une organisation syndicale ou patronale. Il faut faire avec sa base et composer avec. Alors de ce point de vue-là, c'est presque plus simple pour Marie-Lise Léon parce que la CFDT est un syndicat très intégré, très homogène. Alors Sophie Binet, les conditions de son élection étaient un peu plus compliquées. Voilà, les conditions de son élection. Et puis la CGT est un syndicat quand même très fragmenté, avec des divergences très très fortes. Donc là, ça va être un petit peu plus dur pour Sophie Binet qui, elle, va devoir un peu naviguer entre les différents courants au sein de la CGT. Oui, et puis, vous l'avez dit, Sophie Binet, les conditions de son élection font que Sophie Binet n'a pas été élue véritablement sur une ligne. On est bien en peine. Ce qui avait été le cas de Philippe Martinez. Voilà, ce qui avait été le cas de Philippe Martinez, absolument. On est bien en peine de dégager une ligne derrière l'élection de Sophie Binet. Elle a surtout été élue par rejet des deux autres candidates qui chacune incarnait effectivement une forme de ligne. Ça ne sera pas du tout le cas de Marie-Lise Léon, qui est une femme très talentueuse, moi que je connais bien, que j'ai côtoyée quand j'étais à Matignon, et qui est quelqu'un qui est très ouvert à la discussion, tout en restant attaché aux convictions qu'elle entend défendre. Mais elle a l'avantage effectivement de rester sur une ligne qui reste la ligne de la CFDT. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Christine Kerdelan, le titre de ce livre, Mon super-héros, livre qui est publié aux éditions Humaine Science. À bientôt sur Public Sénat. Merci encore. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Vous pouvez nous retrouver sur la plateforme publicsénat.fr. Et puis notez que l'invité de la matinale demain, ce sera Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Belle soirée à toutes et à tous.